Bonjour, mon nom est Isabelle Despatie, auteure du livre Le manager est un voyageur du temps. Aujourd'hui, un podcast sur les leaders inspirants et gestionnaires d'aujourd'hui. Allô Diane, comment ça va? Ça va bien, toi? Moi, ça va super bien parce qu'on va savoir 1 heure ensemble. Moi, je vais pouvoir te poser plein de questions. Euh, Moi, je te connais bien, Diane. On se connaît depuis plusieurs années. Ça doit faire facilement plus que 20 ans qu'on se connaît, là. J'imagine, quand on fait des comptes, hein. Oui, sûrement. Puis on a Ça ne nous souvent des rajeunit pas. Ouais, puis on a souvent des conversations sur le management, étrangement, parce que c'est quand même un sujet qui nous touche, les 2. Parce que toutes les 2, on est des gestionnaires depuis plusieurs années. Alors, c'est pour ça que je me suis dit que ça serait une bonne idée de t'avoir, en entrevue avec moi parce que ça fait des années que tu fais de la gestion. Tu fais de la gestion, dans des équipes un peu différentes que moi je suis habituée. Donc, j'aimerais ça si tu étais capable d'expliquer, ton parcours à tout le monde pour qu'on puisse avoir une idée, là, dans quel domaine, tu navigues et puis finalement l'ensemble de ta carrière. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. En fait, moi, j'ai commencé, en fait, j'ai étudié en sciences, hein, sciences de santé, sciences pures, pour m'en aller en médecine. Après une session, pour réaliser que je n'aimais pas tellement ça. C'était trop, on va dire, c'était trop concret pour moi. Alors, je suis retournée dans ce que j'aimais, les mathématiques, l'abstrait. Donc, j'ai fait un baccalauréat et une maîtrise en statistique. Mais je me suis orientée quand même dans le domaine de la santé, ce qui m'intéressait. Alors, j'ai travaillé pour un groupe de recherche en premier en épidémiologie, faire de la recherche clinique. Et rapidement, au bout de 2 ans, je me suis vraiment orientée vers le développement du médicament, donc du côté pharmaceutique. Alors, j'ai commencé pour ce qu'on appelle, on appelle ça un CRO. C'est une compagnie de services qui travaille pour les compagnies pharmaceutiques et qui fait tout de A à Z, qui développe le médicament de A à Z comme les compagnies pharmaceutiques, mais les clients, ils ne le font pas pour eux, ils le font pour des compagnies pharmaceutiques. Alors, je suis passée 11 ans dans cette boîte-là. Au départ, comme simple statisticienne, donc vraiment, je faisais tous les analyses, tout le travail. Ensuite, je suis devenue directrice de ce département-là. J'avais des gens à ma charge, des statisticiens, des programmeurs, des rédacteurs médicaux. Et ensuite, ce qui est intéressant avec cette compagnie-là, c'est que c'était une compagnie qui est passée de taille médium jusqu'à l'international. C'est faire avec des rachats, donc avec tous les défis que ça amenait. Donc, d'être capable de travailler avec tout ce beau monde-là dans différents pays, etc. Ensuite, j'ai accepté un poste dans une compagnie pharmaceutique, une petite start-up montréalaise. Et là, c'était très différent parce que je suis revenue à un petit groupe et j'étais en charge vraiment de toute la statistique. Et l'intérêt de cette expérience-là avec cette petite boîte-là, c'est qu'on a mis un médicament sur le marché aux États-Unis et au Canada. Et c'est mon équipe en statistique avec d'autres CRO qui nous aidaient, là, qui avons couvert tout l'aspect analyse des données, gestion avec les agences réglementaires, etc. Donc, ça, c'était très intéressant. Et au bout de 6 ans, eh bien, je suis partie à mon compte. Donc, j'ai commencé ma compagnie de consultation, toujours dans le même domaine. J'étais toute seule. Et tranquillement, on est devenu une petite boîte, pas très grosse, mais on a continué comme ça. Donc, les 10 dernières années, c'est ce que j'ai fait. Et en 2022, j'ai vendu ma petite boîte et là, je travaille pour ceux qui m'ont acheté à temps partiel, dans une semi-retraite, on va dire. Alors, ça, c'est mon parcours. Excellent, c'est super ça. Donc, dans le fond, tu as eu un bagage qui est surtout centralisé sur la statistique. Puis dans tes équipes, tu as des statisticiens, tu as dit aussi des programmeurs, plein de types de postes. Moi, j'aurais pu croire qu'en statistique, il y a juste des statisticiens, mais c'est pas le cas, c'est ça? Non, pas tout à fait. En fait, c'est tous des gens qui sont très, très
connaissante de la statistique. Donc, par exemple, les programmeurs, souvent, ça va être des gens, les programmeurs, c'est souvent des gens qui sont des statisticiens, mais qui ont préféré s'orienter plus sur la programmation de tous les analyses statistiques, mais c'est des gens qui connaissent les statistiques parce qu'il faut que tu connaisses quand même ça pour être capable d'aller modéliser, faire les modèles, mais tu as les statisticiens plus, un peu plus forts du côté théorique qui vont les soutenir. Donc, ça, c'est les programmeurs. On appelle les programmeurs SAS parce que le logiciel qu'on utilise souvent en pharmaceutique, c'est le logiciel SAS. Puis il y a d'autres gens qui gravitent autour, comme dans ma première expérience, j'avais aussi des rédacteurs médicaux. Il aurait pu se rapporter du côté clinique, mais le choix de cette compagnie-là, c'était qu'il se rapporte de mon côté, parce que on est aussi beaucoup impliqué dans toute la rédaction du rapport clinique à la fin, une fois qu'on a les résultats et tout ça. Donc, c'est pour ça que je connais quand même bien le domaine, mais par exemple, les gens de finance, j'ai jamais eu des gens de finance qui se rapportaient à moi ou bon, un peu là pour ma petite boîte, mais c'était plutôt moi qui faisais la finance avec un peu d'aide, mais c'est ça. Donc, Fait que finalement, les rédacteurs, c'est ceux qui rédigent les rapports finaux, finalement, scientifiques complets sur les analyses des médicaments, c'est ça? oui, puis c'est des gens aussi qui ont un background scientifique. Tu vois, ils ont étudié en biologie, en biochimie, ou ils ont vraiment une connaissance de plusieurs domaines médicaux, puis ils sont devenus un petit peu des généralistes. Donc, ils vont faire la rédaction, l'interprétation des données, et c'est un travail d'équipe. Donc, les statisticiens vont reviser, c'est le statisticien qui va avoir, et les programmeurs qui vont avoir fait qui vont avoir créé ces résultats-là, qui vont avoir modélisé, vont reviser pour être sûr que ce qui est interprété est interprété de la bonne façon. Donc, mmh, Parfait. Donc, c'est c'est clairement pas juste un statisticien qui fait les analyses d'un médicament. non, il y en a, c'est une équipe. C'est Dépendamment de la grosseur de l'étude, évidemment. On commence avec des petites études chez l'humain. Ensuite, on va de plus en plus gros pour prouver que ça fonctionne. Quand on est rendu à une étude de phase 3, donc qui est la dernière phase avant l'acceptation de médicaments sur le marché, on peut facilement avoir des études de 300, 1000, 2000 patients, dépendamment de ce que ça prend pour mmh prouver l'efficacité, puis aussi de prouver que le médicament est sécuritaire. Alors, ça prend des équipes, donc pas seulement Ouais, une personne. c'est intéressant. Fait qu'après ça, Mm. on comprend clairement que c'est pas nécessairement, rapide. C'est une grosse équipe, c'est complexe quand même la validation d'un médicament. Donc, ça prend Oui, des équipes pour y arriver. Ouais, tout à fait. OK. oui, très complexe parce qu'il y a un niveau qualité qu'on n'a peut-être pas dans d'autres domaines ou pas à ce point, je dirais, parce qu'on joue avec la vie des gens, c'est le cas de le Mmh dire. Donc, ce que l'on fait habituellement, c'est scruter à la loupe par les agences réglementaires. Il peut y avoir des audits. Et normalement, tous les résultats sont reproduits de façon indépendante par deux équipes Mmh. différentes pour s'assurer que OK. c'est bien fait. C'est un monde fascinant, on pourrait passer tout notre temps là-dessus, honnêtement, Oui. c'est très cool. C'est un domaine que je connais pas beaucoup, un petit peu parce qu'on en parle des fois, mais pas plus que ça, donc c'est très, très intéressant. Fait que, tu sais que, moi, j'ai écrit le livre «Un manager est un voyageur au temps» et puis, la structure de mon livre, c'est le fait de dire que, on apprend du passé, on apprend à se connaître. Donc la première partie de l'entrevue, ça va être de parler un petit peu de toi, comment tu te connais, c'est parce que ça fait des années que tu es manager, donc c'est clair que tu te connais bien, que tu sais, où est-ce que tu, peut-être, as des tendances. Donc ma première question pour toi, là, c'est par rapport au style de gestion. Moi, je considère qu'il y a à peu près 4 grands, 4 grandes tendances. C'est soit qu'on est plus visionnaire, plus stratégiste, plus, planificateur ou plus urgentiste, fait qu'on est un gestionnaire. C'est certain que des fois, on va sortir en dehors de notre zone de confort ou ainsi de suite, mais on a souvent une petite tendance on aime ça faire cette partie-là, donc on va faire plus de ça. Donc quelle ça serait pour toi là, la tendance que tu penses que tu as ou peut-être que tu en as pas, je sais pas. Fait que, dans les cas, Ouais, non, j'en ai définitivement une principale ou une et demie, là, donc je suis stratégique, c'est sûr. Moi, j'aime voir
le big picture, mais j'aime aussi planifier, mais jusqu'à un certain point. Donc, je n'irai pas dans le micro. J'aime pas tellement le micromanagement ou la surplanification. C'est pas ma force. J'y vais quand j'ai pas le choix, mais c'est vraiment ma tendance est stratégique slash visionnaire. Donc, de voir, de penser en dehors de la boîte, d'essayer de voir toujours des méthodes qui pourraient nous amener à avoir quelque chose de plus optimum en termes de démontrer l'efficacité, par exemple, d'un médicament, ce genre de choses-là. Donc, l'urgentiste, je dirais, je le provoque pas. C'est pas ma nature, mais par contre, dans le domaine où je suis, ça arrive souvent. Pas provoqué par nous, mais provoqué par des sources T'as extérieures. pas le Donc, comme choix on est d'être dans l'état, ça, on n'a pas le finalement. choix, c'est Ouais. ça. Ouais. Une situation Quand qui on est arrive. à la fin de la chaîne, des Oui. fois, il y a du retard. Ensuite, les agences réglementaires veulent qu'on fasse d'autres analyses, puis eux, ils attendent pas. Hein. C'est pour demain ou c'est pour tel jour. Puis si tu rates le Ouais. timeline, ben ton client pour qui tu travailles, il t'es remis à la file. Donc, tu veux pas faire ça. Donc, Non. parfois, on n'a pas le choix de mettre tous les chapeaux, mais de façon générale, je dirais que je suis plus stratégique. Ouais. C'est ma J'imagine que nature. comme tu es plus stratégiste, quand c'est le temps d'être urgentiste, ça te coûte un petit peu plus en énergie, j'imagine, là. Tout à fait. Oui, oui, oui. Ouais. Puis, je retombe souvent très vite sur le mode stratégique, peut-être même plus planificateur pour dire, OK, comment on fait pour arriver à ce timeline-là ou à cet échéancier-là aussi rapidement? Parce que là, on vient de se faire imposer ça. Comment on va Mmh. faire pour. Donc, je retombe souvent sur mon chapeau stratégique rapidement. Donc, Ouais, ouais. quand l'urgence Mhm. arrive, tu dis: «OK, j'ai tant de temps», là, tu replanifies tout pour être sûr que ça rentre, puis tu C'est ça. trouves la bonne C'est ça. stratégie. Donc ça veut dire que peut-être que tu vas changer d'approche ou il va falloir que tu fasses un autre plan de match finalement, là, c'est ça. Exactement. Ouais. Ouais. Ah, OK, Donc, ça parfait. peut Ben, être. c'est C'est ça. ouais, tu te connais bien, ça veut dire, super. Ensuite de ça, je pense aussi, comme un autre aspect en tant que gestionnaire, je me suis rendu compte avec les années d'expérience qu'on a tous des petites tendances, des petits biais, et puis selon l'entreprise qu'on travaille ou l'industrie qu'on travaille, si on n'a pas les tendances alignées avec notre esprit, des fois, ça peut nous coûter très cher. Puis, un de mes conseils, c'est de dire, hey, quand on n'est pas aligné, peut-être que t'es mieux de changer de job, tu sais. Parce que c'est toujours un contre-courant, c'est pas nécessairement valoriser ta façon de penser, donc c'est pas nécessairement facile. Il y a pas un billet meilleur que l'autre. Il y en a qui sont plus alignés avec des industries d'autres ou des entreprises ou des cultures différentes. Donc pour moi, il n'y a pas un meilleur que l'autre, mais je pense quand même que c'est des tendances que j'ai observées. Puis c'est bien d'y réfléchir parce que, moi, au début de ma carrière, je me forçais à essayer d'être pareil comme mon entreprise. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte: «Ah non, c'est pas une bonne idée parce que ça me coûte tout le temps à être pas comme moi», tu sais? Donc à ce moment-là, se trouver un environnement qui fit plus avec son style, ben ça l'aide, ça, c'est un peu un conseil. Fait que moi, question de biais, et pour toi, ça serait entre être l'analyse ou l'intuition pour prendre des décisions, ça serait quoi, toi, ton biais entre l'analyse puis l'intuition? Euh, c'est drôle parce que, tu sais, si tu me le demandes dans la vie de tous les jours, je dirais que je suis plus intuitive, mais c'est pas si vrai que ça. Quand j'ai vu les questions, je me suis dit, ben, en fait, c'est l'analyse. Tu sais, je veux dire, c'est mon domaine, l'analyse, les statistiques. Puis, veux pas, je suis très, j'ai besoin des données, j'ai besoin des faits, donc ouais, c'est l'analyse. Il y en a certains dans mon domaine qui vont me dire, ah, mais t'es plus du côté intuitif. Mais je pense qu'il mélange aussi avec le côté innovateur. Mais Mmh. c'est l'analyse derrière, c'est toujours l'analyse qui va Parfait. qui est mon biais. Des corps biais, exactement. C'est Donc ça. quand il y a pas de Ouais. données pour prendre des décisions, c'est moins fun, là. Ben, de ce point de vue-là, pas nécessairement. Tu sais, je OK. vais être à l'aise. Déjà, je vais avoir une bonne intuition et tout ça. Quand j'ai pas de données, on va faire de la recherche, on va s'en créer, on va se faire des Mais simulations, on va aller de ce côté-là. ben, c'est Donc, ça, tu vas c'est plus créer la l'innovation, donnée. c'est ça, Tu vas créer c'est la ça. donnée pour pouvoir être capable d'analyser, OK. Donc Ouais, même quand on est dans ouais, un environnement pas de données analysées, pas de problème, on va générer la donnée parce qu'on va l'utiliser exactement. pour prendre une décision. OK, c'est excellent ça. Donc, Mm. génératrice de C'est données. C'est le bien. petit côté R&D, là. Oui, c'est C'est ça, je ça, ça. comprends.
Ouais, tout à fait. Entre, organisation puis improvisation. Encore une fois, il y a des gens qui pourraient dire que je suis beaucoup dans l'improvisation, dans ma vie de tous les jours, mais je pense pas que c'est mon bien naturel, c'est l'organisation. Peut-être que ça s'est forgé, hein, avec le style de travail que je fais, mais il faut que tu sois organisé parce que tu sais, c'est tellement un milieu qui est organisé, qui a des boîtes, donc il faut vraiment que tu t'assures de bien rentrer dans toutes ces boîtes-là, parce que sinon tu arrives à la fin puis ton improvisation elle fonctionne juste pas là. J'aime improviser quand justement on est dans l'urgence, il faut sortir un peu de là, mais de base c'est l'organisation. Puis j'imagine aussi que d'organiser ton équipe, parce qu'il y a quand même plusieurs statisticiens sur un même projet, quand on n'est pas organisé puis c'est juste improvisé, c'est plus difficile, là. Exactement. Ah oui, oui, c'est ça. Puis il faut que les gens, puis il faut que tes équipes sentent que t'as ça, que t'es on top of things, que t'es vraiment, tu sais où tu t'en Mmh. vas, puis c'est comme ça que je trouve que ça va le mieux, dans le fond. Ouais, puis j'imagine aussi le fait que chacun a des rôles relativement semblables d'une certaine manière. Si tu n'arrives pas à t'organiser, tu peux te piler ses pieds, ça peut être, assez désagréable, j'imagine, pour une équipe, là, de ne pas être organisée. Absolument. Ouais, c'est Oui, ça. oui, oui, tout à fait. Il faut que les gens comprennent qu'est-ce qu'ils ont à faire, Exact. qui fait quoi, c'est quoi les Pourtant échéanciers, mmh, pour quand, et ça, ben ils vont compter sur le manager pour pour le leur dessin. dire, pour Mmh, celui qui est en charge de l'équipe. parfait. OK, ben, organisé. Ensuite, en collaboration puis autorité. Définitivement pas l'autorité, c'est collaboration. Oui, oui. J'ai jamais été à l'aise dans un rôle où je devais me servir de mon autorité, point. Donc, je cherche toujours la collaboration de mes équipes, des gens avec qui je travaille. Je sais pas si c'est une bonne chose ou mauvaise, mais on est souvent très, tu sais, des relations très amicales à la longue parce que c'est un petit monde, on se connaît tous, donc on travaille bien ensemble. Donc, s'il n'y a pas ça, moi, je m'en vais. Mais c'est ça, donc C'est j'ai sûr, ouais, compris que ça, c'est un biais fort, que si tu es dans une tout à entreprise fait. où on exige de toi d'être autoritaire, de décider pour l'équipe, puis de pas laisser l'équipe travailler en collaboration, ça te va absolument pas. Non, pas du tout. Ouais. Puis j'imagine en même temps, comme vous faites des choses excessivement, comme tu as dit, le niveau de qualité très élevé, si Mm, le niveau, ou le rapport entre les personnes, les relations sont pas assez fortes, ben, tu parles pas des vraies affaires. J'imagine que pour pouvoir avoir des relations fortes, ben, tu as besoin de collaborer, communiquer, ainsi de suite. Ce qui fait ouais. que quand quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, il est capable de venir, finalement, te challenger, finalement. Absolument, puis il faut que ce soit comme ça parce que veux pas, à un moment donné, tu es pas l'expert dans tout. Comme moi, je programme à la bonne franquette, mais je ne suis pas un programmeur. Mhm. Donc c'est les programmeurs qui le sachent, qui vont savoir beaucoup mieux que moi. Puis sur certaines méthodes statistiques très pointues, c'est le statisticien qui vient de sortir de l'école qui a appris ça la veille, qui va connaître ça. Donc il faut que les gens soient à l'aise de pouvoir amener leur expertise sans se faire dire c'est C'est moi moi le le boss, boss. puis c'est ça, tu vas par là, puis pas par là. Et en tout cas, c'est intéressant, je diverge un peu, mais j'ai travaillé à un moment donné à l'international avec des équipes qui sont culturelles. Leur culture est différente. Donc, eux, pour challenger un patron, c'est pas quelque chose qui est même bien vu ou acceptable. Alors, il a fallu, dans ce temps-là, il faut que tu t'adaptes à ça parce que, tu sais, ton équipe te dit toujours oui, 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 boss, mais là, à un moment donné, tu dis, ben, êtes-vous confortable, tu sais, dites-moi là si vous, donc, mais là, à un moment donné, je m'étais rendu compte que c'est parce des fois, il n'était pas confortable, mais il voulait pas me challenger sur certaines choses. Donc, ça, c'est important aussi de comprendre la culture Oui, des parce gens que avec qui toi, tu travailles. finalement, tu voulais la collaboration, mais le naturel de ton équipe était plus ils acceptaient ton autorité. Donc, si tu disais:
«J'ai ça. telle idée, on pourrait faire ça», ben là, ils font: «Oui», mais c'est pas C'est ça, ouais, ouais, entendu, «J'ai telle idée, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai comme besoin de votre avis pour continuer la création du projet». Ouais, c'est ça. exactement. Ouais, Ouais, donc non, c'est sûr que c'est pas évident. Fait qu'on n'est pas non, nécessairement non, sur la même tendance naturelle, ouais, c'est ça. ouais. OK. Ben, il faut développer des moyens de communication différents. Oui, c'est C'est ça, ça. exactement. Ouais, Puis des fois, on a besoin de passer à travers l'apprentissage pour réaliser que: «Oh merde, je pensais que j'étais en collaboration, puis tu vraiment je c'est ça, suis pas vraiment». Ouais, c'est c'est ça. ça. OK, entre la transparence puis la confidentialité. Euh, moi, mon biais, c'est la transparence. Euh, le type d'entreprise dans lequel je travaille n'est pas nécessairement du même biais que moi et avec des bonnes raisons. Développement de médicaments hyper confidentiel, les données sont hyper confidentielles. Il arrive souvent qu'une équipe sache les résultats sur ce qu'ils travaillent, mais qu'ils ne peuvent absolument pas le dire à l'autre équipe à côté. Et c'est à ce point fermé sur certaines choses. Mais la transparence en général sur tout ce qui est par exemple, moi, j'essaie d'être le plus transparente possible sur où est-ce qu'on s'en va en termes d'entreprise, est-ce que ça va bien, est-ce qu'on a des défis sur telle chose. Ça, j'essaie d'être très transparente, mais sur certaines autres choses, ben, j'ai pas le choix que de ne pas le dire parce que c'est hyper confidentiel. Ça fait partie de ton métier de ne pas C'est ça, dire c'est ça. finalement. Oui, exact. Ouais, 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 Donc le tout à plus fait. que tu es capable de dire: «Tu vas atteindre cette limite-là jusqu'à temps que tu ne pour ne pas dépasser finalement les règles», là. Exactement. Puis souvent, très souvent après que, parce que de la façon que ça fonctionne, c'est qu'une fois qu'ils ont les résultats, que c'est publié, que c'est du domaine public, ben moi, je vais faire souvent une petite réunion pour ramener toutes les équipes en disant, ben voici ce qui est arrivé, voici ce qu'on a fait, comment c'est arrivé. Donc, je fais ce qu'on dit, je fais un tour complet, là. Donc, je ramène l'équipe, puis je les informe de ce qui s'est passé. Et c'est une bonne expérience aussi pour tout le monde de Ouais, voir la fin ou la conclusion de. ouais, finalement, tu t'assures de faire des rétroactions avec ton équipe. Et donc, Exact. il y a le début Ouais. du projet, il y a le cours du projet, puis il y a la fin du projet. Puis dépendamment de où tu es placé, tu vas avoir un niveau de transparence différent selon les règles associées. Mm. Exact. Ah, OK, cool. Puis entre l'approche humaine, puis plus une approche financière, ça serait quelle que tu priorises en général? Moi, mon biais, c'est humain. Euh, Pas très financière, ça touche même en fait, c'est plus qu'un non-biais, c'est peut-être une faiblesse, mais c'est pas quelque chose que je vais privilégier beaucoup, alors que évidemment, les compagnies sont là pour faire de l'argent, sont là pour optimiser et on comprend tout ça, mais moi, ça reste toujours quand même l'approche humaine dans le sens où je vais beaucoup favoriser OK, ben, si c'est quelqu'un de nouveau, par exemple, qui a besoin de plus de temps pour apprendre, ben, c'est normal, c'est donnez-lui le temps pour apprendre, donnez-lui le temps de se développer, aidez-le à se développer. Donc, dans ce point de vue-là, je trouve que c'est bien. Puis, on pense que financièrement, on n'y gagne pas, mais en fait, on y gagne. On y gagne parce que le temps qu'on a mis sur expliquer, sur s'assurer que la personne est bien, s'assurer qu'elle comprend, après, ça développe une collaboration qui est bien meilleure que tu as des compagnies qui vont toujours presser le citron, qui vont toujours, toujours presser le citron. Ben, si cette personne-là ne fonctionne pas, out, on en rentre une autre. Un petit peu, je dirais, la mentalité un peu américaine, un peu de l'affaire. Mais souvent, ça joue un peu contre eux parce qu'après, ils ont de la difficulté avec la rétention de leur équipe. Dans un domaine comme le mien, les gens sont extrêmement difficiles à trouver, à former et à garder. Il n'y en a pas beaucoup. Les statisticiens, c'est pas très populaire. Comme métier, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont étudier là-dedans. Donc, quand tu en trouves, ben, tu t'essaies de, t'essaies de les traiter humainement, puis tu essaies de les garder, puis de les garder heureux dans ce qu'ils font, parce que c'est très difficile de trouver des bons éléments là, dans ce domaine-là.
Ouais, donc quand, mettons, on a un projet qui va pas bien, puis que ça va pas, toi, tu vas dire: «OK, go, moi, les humains, c'est les autres qu'on va prioriser en premier. Puis après ça, ben, Oui, théoriquement, selon ce que tu penses avec ton bien, d'ailleurs, c'est bien, ça va aider la partie financière no matter what, parce que sur le long terme, quand on investit dans l'équipe, ben, on investit pour gagner finalement, financièrement. exact, exact. Puis moi, je vais toujours être celle qui va s'assurer que les échéanciers qu'on nous donne sont réalistes. Parce Mmh. que toujours apprécier le citron, puis à faire travailler les gens des 60, 70, 75 heures semaine pour arriver, c'est- c'était déjà pas tenable quand j'ai commencé ma carrière, mais on le faisait beaucoup plus. Oui. Maintenant, oublie ça. Les gens ils veulent plus faire ça. Ah oui, parce Ils qu'ils ont ont compris envie. que ça se tient Oui, pas, en oui. fait. Ça Donc, c'est pas sustainable, ouais, c'est ça, c'est sur le ça. long terme. Mm. Mmh mh. Si on veut gagner, il faut pas toujours courir. Il faut marcher à une bonne vitesse, des fois courir, mais des fois se ralentir pour que la moyenne, ça soit Exact. quand même acceptable, ouais, c'est ça. Parfait. Ouais. Cool, super, fait que tu connais bien les biais, fait que tu as des biais forts, ça veut dire, ouais, exact. Oui, c'est bien, c'est pas ouais. Ouais, exact. Puis mais ça, c'est très bien parce que dans le sens, tu te connais, puis quand on arrive dans une entreprise, si on sent qu'on est vraiment décalé, ben à ce moment-là, c'est plus facile de dire: «OK, non, cette entreprise-là, c'est pas pour moi». Donc, Mhm. à ce moment-là, Exact. on fait un petit virage, là, en cours de carrière. Parfait. Bon, ma prochaine question par rapport à connaître ses compétences, tu sais, et j'ai une question pour toi, c'est dans, ton domaine à toi, est-ce que tu as l'impression que tu as des compétences particulières que vous devriez avoir par rapport à, mettons, d'autres domaines en général, tu sais, des compétences spécifiques qui sont vraiment, utiles dans ton domaine, finalement? Ouais, effectivement, moi, comme je suis une des rares personnes tu sais, quand tu commences, tu étudies, ou tu étudies ingénieur, ou tu étudies, je sais pas, en haut domaine, à un moment donné, tu bifurques, tu deviens manager, tout ça, mais en statistique, peut-être parce qu'il n'y en a pas beaucoup, tu restes, tu demeures toujours statisticien. Donc, je te dirais que pour faire ce que j'ai fait, si tu n'as pas les compétences statistiques, les compétences aussi en développement du médicament, c'est très difficile d'être un manager général, donc des équipes comme ça. C'est, c'est, je pense que euh, c'est même pas un nice to have, c'est un must to have. C'est faut que tu sois compétent dans ce domaine-là des mathématiques statistiques, développement du médicament, parce que c'est un domaine tellement pointu. Quand tu vas, par exemple, rencontrer les agences réglementaires, le FDA, Santé Canada, tout de suite, et à chacune de ces rencontres-là de développement au départ, ils veulent leurs statisticiens. Parce que de l'autre côté, il y en a 4, 5 statisticiens qui ont épluché le protocole de recherche, qui ont épluché ton plan d'analyse, qui vont te poser des questions pointues sur ça. Donc, il te faut ces compétences-là en partant. Ensuite, bien évidemment, il faut que tu développes tout le côté manager, que tu n'as pas nécessairement quand tu es quelqu'un de nerd, mathématique, dans tes livres, avec ton computer. Fait que c'est pas tous les mathématiciens, statisticiens qui peuvent devenir des managers, malheureusement, parce que ça te prend je pense, et ça, c'est l'aspect qu'il faut que tu aies gagné, ou que tu aies cherché pour, euh, pour devenir un manager dans ce domaine-là, finalement. Mais au départ, il faut que tu aies les compétences statistiques et mathématiques qui vont avec. OK. OK, ça veut dire que toi, dans le fond, dans ton domaine de management, la clé requis, la base de la base, c'est vraiment ton domaine d'expertise, puis après ça, on Ouais. développe les compétences de communication, de gestion d'organisation des Ouais. Je dis pas que l'inverse se ferait pas, là, mais moi, j'ai majoritairement vu ce cheminement-là, dans le ben, fond. moi, en tant que Ouais. gestionnaire, tu me dirais d'aller gérer une équipe de statisticiens, j'aurais peur. Je suis pas sûre que je vais dire que j'aimerais y aller, quoi. C'est ça, ça demande des connaissances particulières, puis même, je pense, des skills humains un peu particuliers, parce que les gens qui pensent en chiffres ils ont une façon de penser puis une façon d'interagir avec les autres qui est pas nécessairement toujours facile. Donc, faut comprendre ça aussi. Je sais pas si tu es déjà OK. allé d'un party de mathématiciens, statisticiens. Moi, oui, plusieurs fois. Ça parle pas beaucoup. Ah, c'est ça. Fait que dans le fond, il y a des profils choisis. Comme tu dis, il y a pas beaucoup de monde dans ce domaine-là, donc Oui, il y a quand même un profil
assez caractérisé des statisticiens. Donc, si tu n'es pas habitué de travailler avec des statisticiens, ça va être quand même assez déroutant parce que tu as quoi comme un profil typique, c'est plutôt un peu atypique. Donc, comme c'est atypique, il faut faire attention. Absolument. Ouais. Absolument. Je me souviens de juste un petite anecdote comme ça où on est dans une réunion avec un statisticien de haut niveau, là, quelqu'un qui est respecté là, internationalement. Et puis mon groupe, ma compagnie, on me pose des questions, on interagit avec lui, mais lui, c'est un statisticien typique. Et quand on lui pose une question, il te regarde pas et il ne parle pas. Parce que dans sa tête à lui, il commence à compter, à penser, mais le silence devient inconfortable. Et moi, je suis habituée. Mais les autres autour de, autour de la table qui n'étaient pas statisticiens, tout ce qu'ils voulaient, c'était combler le silence. Moi, je disais, non, non, laissez-le, laissez-le penser. Alors, c'est un petit peu, là, c'est vraiment caricaturé. C'est une caricature un petit peu, mais c'est souvent ce genre de personnalité-là qu'on retrouve dans ce domaine-là. Donc, il faut. Mais en même temps, c'est le fun parce que ça dit que tu n'as pas le choix d'apprendre le fil de chacun, puis d'être vraiment à l'écoute, là, d'être vraiment un skill particulier, là, finalement. Ben évidemment, c'est ça exactement comme dans ton livre, là, quand tu dis la longueur d'onde, la vitesse versus, ben c'est exactement ça. Donc, il Ouais, c'est faut, ça, tu as besoin d'aller ouais, plus lentement avec cette personne-là, d'une certaine manière, malgré ouais, qu'elle va vite dans sa tête, le rythme de la conversation est un petit peu plus ouais, ralenti, finalement. Oui, exactement. tout à fait. Fait que Ouais. ça tombe bien parce que ça fait une bonne bifurcation sur le prochain thème qui est le moment présent. Pour moi, le moment présent, c'est aider son équipe à prendre des décisions, puis surtout de communiquer parce qu'il faut rester aligné. On va faire un plan Mhm. à un certain point dans le temps. Puis là, bon, on avance. Comment que les nouvelles informations, les nouveaux trucs qui arrivent, comment est-ce que ça fait ajuster finalement le plan? Parce que le plan, on le fait, mais il change tout le temps. On sait que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il y a des nouvelles informations qui arrivent. Comment on fait pour s'assurer que tout le monde soit capable de prendre des initiatives et des décisions? Parce que tout le monde a un niveau d'autorité sur la partie qu'il fait, hein, de certaine manière. Donc, ça serait Mm. quoi, toi, les outils que tu utilises dans ton équipe pour aider la prise de décision et les initiatives? C'est pas que tu sois toujours en train de te demander, Diane, est-ce que je peux faire ça? Mais sois capable d'avancer et de rouler correctement. Tu sais. Donc, ça serait quoi les outils que tu utilises, toi, dans ton équipe pour Ouais. les y aider avec ça? Ben, moi, je fonctionne beaucoup. C'est sûr qu'il n'y a pas toujours des réunions parce que ça serait pas efficace, mais au moins une réunion au départ d'un projet pour s'assurer que tout le monde ait bien compris les objectifs, les échéanciers. Et ça, évidemment, c'est mis à la disposition du groupe. Et clairement, bon, ben, qui est le statisticien qui va leader ce projet-là? C'est qui le programmeur? Ça va être qui celui qui va faire ce qu'on appelle l'assurance qualité de la programmation. Donc, je fais toujours un meeting pour partir un projet. Ensuite, j'ai des réunions dépendamment du projet, dépendamment du niveau de détail puis de niveau de difficulté, je vais avoir des réunions régulièrement avec l'équipe pour voir comment ça va, où vous en êtes, quels sont les écueils, qu'est-ce qui pourrait arriver qui va nous retarder et donc pour voir venir. J'aime pas je suis pas urgentiste, hein, donc j'aime pas vraiment une situation d'urgence que j'aurais pu éviter. Donc on va faire ce genre de réunion-là à régulièrement. Ça peut être même aux semaines, là, dépendamment du projet. Souvent quand j'ai des équipes, parce que avec ma compagnie que j'ai partie il y a 10 ans, on était un petit groupe, donc souvent on avait affaire avec des vendeurs, des programmeurs supplémentaires pour nous aider. Ben là, ça demandait encore plus de ce genre de réunion-là pour se parler, pour être sûr que tout le monde était rendu au même point ou allait à la même vitesse, si on veut. Donc ça, c'est important. On en faisait à chaque semaine. Quand c'était mon petit groupe, on peut se permettre des fois de distancer. Ça fait des années qu'on travaille ensemble. Des fois, j'ai des collaborateurs, ça fait 15-20 ans. On se connaît. Donc là, à ce moment-là, on a moins besoin de ces outils-là. Et surtout aussi, je ne l'ai pas dit, mais c'est très important, c'est sur papier, mais c'est très important d'avoir une description de tâche. Hmm. Il
j'ai vu des boîtes où, même moi, quand j'ai commencé, évidemment, je suis un égal un avec ma petite boîte quand je suis partie, mais à mesure que j'ai grossi, ben là, il faut que tu aies tes descriptions de tâches, puis il faut que les gens sachent c'est quoi leur tâche. Évidemment, après ça, tu en sors, tu sais, t'as pas, tu suis pas tout ça à la lettre, mais faut qu'ils comprennent c'est quoi les attentes de leur poste, de leur position. Parce que sans comprendre les attentes, ben, tu peux aller complètement dans le champ gauche alors que l'autre est dans le champ droit, là, puis personne n'a tort, mais il n'y a pas eu de communication. Donc, Donc, communication, très important. la rôle et responsabilité, ça l'aide à dire, OK, toi, tu passes cette partie-là, celle-là. À un moment donné, il faut que vous preniez la main, là, puis vous connectiez. Donc, si on dit pas, toi, tu prends la gauche, toi, tu prends la droite, ben là, ça fait n'importe où. Puis là, il n'y a pas vraiment de connexion Mhm. possible à faire parce que tu sais pas qui fait quoi, là. Donc, c'est plus difficile, je comprends. Et ça l'aide à Exact. définir quand tu sais ton rôle, tu sais aussi le champ des initiatives que tu as le droit de faire, le type de décision que tu as le droit de faire. Parce que ça, c'est ton domaine, finalement. Fait que ça, c'est un des outils que tu utilises. Absolument. Puis ça, c'est vraiment un essai-erreur que j'ai développé un peu, ce genre tu sais, quand je suis commencé manager il y a plusieurs années, à un moment donné, tu sais, tu donnes une tâche à un statisticien senior, puis tu n'en entends pas parler. Fait que moi, dans ma tête, tout allait bien, tu sais, no news, good news. Et là, à un moment donné, ça fait longtemps que. Et là, je vais lui poser la question. Il dit, ah non, moi, je fais rien. Il y a pas personne. J'ai envoyé des courriels, personne ne m'a contacté, fait que j'attends. Alors, OK. je suis tombée de mon piédestal, hein. J'ai dit, OK, je pense qu'on va se parler, là, parce que l'échéancier, il est pour dans un mois. Puis là, si t'as pas commencé, c'est sûr qu'on n'arrive pas, là. Donc, on va sortir notre chapeau solution Ouais, c'est ça, d'urgence. surprise, une petite urgence. C'est ça. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai compris qu'il fallait que, au départ, que je fasse des suivis plus serrés. Et ensuite, dépendamment, quand tu commences à comprendre comment la personne opère et travaille, ben, tu peux laisser aller. Évidemment, il faut que tu laisses aller. Tu ne veux pas faire du micromanagement non plus. Donc, Ouais, puis le micromanagement, je pense que c'est plutôt un concept que d'autres choses, dans le sens que c'est d'utiliser le bon mode de gestion pour la bonne personne, dans la bonne situation, hein, parce que tu peux être une personne, voilà. comme tu as dit, senior, qui est expert, mais dans la situation de la nouvelle entreprise qui était, lui, il était haut courant, puis il devait prendre le lead sur l'ABC, puis pousser, puis ainsi de suite. Donc, lui, dans la situation qui était nouvelle, elle était nouvelle. Donc, ça veut dire que le type Exact. Ouais. de délégation est un petit peu différent. Donc, on, c'est ça. Donc, il faut accepter que le micromanagement, c'est toujours en fonction des 2 individus plus la situation, ouais, exactement. C'est jamais, Absolument, c'est one ça. size fits all, ouais, exactement. Ouais, ouais. OK. Ah, ben, c'est intéressant parce que moi, j'ai fait la même erreur, là, Diane. OK. Il faut le faire une fois ou deux pour comprendre après que. Ouais, on s'est dit: «Bon, OK, Ça. c'est pas parce que non, il faut vraiment prendre le temps de bien comprendre les rôles et responsabilités, savoir comment chacun Exact. travaille». Puis comme tu dis, quand ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, des fois, on n'a même pas besoin de se parler, puis on sait parce qu'il y a déjà un Mm. protocole, un processus, des méthodes. On sait que toi, tu aimes ça faire A, l'autre aime ça faire B, fait que c'est clair que c'est toi qui fais A, puis c'est elle qui fait B. Mais ça se fait avec le temps, ouais, c'est ça. Absolument. Ouais, ouais. Mmh. Puis, c'est ça. Il faut que tu ajustes, en fait, tous tes outils avec les personnes avec qui tu travailles. Est-ce que c'est des nouvelles équipes? Est-ce que c'est des gens, ça fait 20 ans que tu travailles avec eux? Est-ce que, Mmh. donc, Exact. Fait que puis dans le fond, même si toi, ça fait c'est 20 ans avec, faire des c'est ça. projets clairs, surtout au départ, pour que Mhm. tout le monde connaisse bien leurs rôles et responsabilités. En général aussi, des rôles et responsabilités clairs pour en Mhm. général dans le département. Puis après ça, pour chacun des projets Exact. spécifiques, les rôles clés pour être sûr d'avancer. Puis on fait des points régulièrement pour savoir comment ça avance, pour savoir si toi, c'est surtout pour voir le futur, parce que je comprends, le visualiser, Ouais. trouver Ben, c'est ça. les possibles problèmes. On peut partir tout de suite des actions pour que le problème, finalement, n'arrive pas. Là. Ça, c'était finalement ta méthode pour aider tout le monde à prendre des initiatives. Oui, puis moi, ce que j'aime aussi à faire, c'est quand on a ces rencontres-là, puis si, admettons, les gens m'amènent les problèmes, ben moi, je leur dis toujours, amenez-moi le problème, mais amenez-moi aussi une piste de solution. Tu sais, pour les forcer à penser, puis peut-être que c'est pas la solution que vous allez proposer qu'on va prendre, mais au moins,
Amenez-moi pas juste, ah, ben, c'est ça le problème, ah, c'est ça le problème, c'est ça le problème. J'attends que tu trouves la solution. Donc, si j'essaie de forcer toujours les équipes à dire, bon, ben, amenez-moi pas juste les problèmes, mais des pistes de solutions. Donc, comme ça, tu sais, tout le monde est plus proactif, Impliqué. Ouais, et puis impliqué. impliqué, exactement, parce que C'est c'est ça. pas juste, je suis là passif, puis je fais ma passe, puis j'ai terminé. Non, 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 c'est là, Exact. je suis impliquée, puis j'avais le projet en avant. Donc, ça veut dire que je parle ça, c'est quoi la nouvelle possibilité qu'on peut faire avec la difficulté qui vient de nous arriver, mais c'est ça. Exact. C'est beaucoup plus motivant pour les gens avec qui tu travailles que de toujours Attends, attendre. Puis même à l'inverse, si tu amènes toujours des solutions, puis la personne les écoute jamais, tes solutions, le manager les écoute pas parce qu'il a sa propre idée, ça peut devenir démotivant aussi, c'est là. vrai, en plus, Mm. parce que ça, c'est sûr, on dit amener des solutions, puis on n'écoute pas. Ben, après ça, pourquoi tu fais jamais la Mhm. solution? Ben, c'est ça. C'est ça, Ouais. exactement. Puis moi, Ça, j'ai déjà vécu ça. À l'inverse, de toujours amener des solutions à une personne à qui je me rapportais, puis la personne, elle s'en foutait complètement. Donc, à un moment donné, tu dis, ben, OK, je suis peut-être pas à bonne place. ouais, Donc, exact. c'est ça. Exactement. Je suis pas à la bonne place, exactement. Ouais, C'est ouais, parce que ouais, la c'est ça. personne, elle avait envie de trouver des solutions, puis c'était important pour elle. Fait qu'elle donnait pas la possibilité aux autres de le faire. Donc, à ce moment-là, pour toi, ben, comme c'était important, tu te dis, ben, regarde, peut-être qu'on devrait, je devrais trouver mon bonheur ailleurs. Exact, Hein. exact. Ouais. Des fois aussi, on peut en parler avec la personne parce que ça s'en rend juste pas compte, là. Des fois, Oui, c'est aveugle, important. là, Ouais. mais on a des, Mm. exactement. On a des, on Plein a de des œillères, là. ouais, exact. Ben, c'est pas dans notre Ouais. tête, on est pas là-dedans. Puis en plus, quand on en a, comme on voit pas, ben, si on te le fait pas dire, qu'on n'est pas alerte à l'écouter, ben, on passe tout à côté. Ouais. Mm. Fait que dans les communications, de ce que je comprends, tu fais des réunions synchrones. Puis est-ce que vous avez d'autres systèmes de communication dans votre équipe pour être sûr que vous soyez le plus aligné possible en équipe? Oui, moi j'adore. On travaille maintenant sur Teams, mais avant c'était autre chose. Mais tu sais, les chats, ça va vite. Tu déranges pas trop la personne s'il n'y a pas besoin de te répondre tout de suite, mais au moins tu as posé ta question, puis là tu peux passer à autre chose. Fait qu'à ça, ça j'aime beaucoup ça. Les courriels, ben à un moment donné, ça devient pas trop parce que tu sais quand tu ouvres ta boîte le matin puis tu en as 300 non lus, c'est un petit peu déprimant, là. C'est un peu décourageant. Donc, il faut pas trop en abuser, mais parfois, quand c'est moins urgent ou quand c'est ça, on peut aussi faire ça par chat ou courriel, ou tout simplement, pour votre information, voici. C'est le genre de courriel que tu peux ranger après, tu l'as quelque part. Ben, C'est ça, plus documenter j'utilise le ça. email, par Oui, exemple, avec toute l'information, la documentation, et tout le monde ait reçu. exact. Ouais. Exactement. Mm. OK, puis le chat, c'est plus pour des actions à faire, plus rapide, puis pour pas Exactement. déranger la personne, parce que tu veux la laisser concentrer, j'imagine aussi. En C'est fait, ça, c'est ça. j'imagine que vous Mm. faites beaucoup de travail concentré, là, vous avez pas le choix. Mmh. Beaucoup de travail devant l'ordi, d'analyse, de programmation. Donc, puis Oui. souvent les gens, ils savent, donc ils vont se mettre non disponibles pour Mmh. pas justement pas se faire déranger, mais après ils vont aller revoir Puis j'imagine que ça, lorsqu'ils se c'est remettent quelque chose qui est disponibles. assez culturel dans tes équipes de pas déranger la personne, j'imagine? Vous avez Oui, cet oui, oui, aspect-là, là. oui, ça oui. Parce que c'est ça, c'est la nature du travail qui est comme ça. Donc ça, on va respecter. On s'attend pas à ce que la personne réponde immédiatement. Immédiatement, ouais, c'est ça. C'est On ça. laisse la personne pouvoir se concentrer, que ça se peut même qu'elle ait pas de notification parce qu'elle elle veut être concentrée, qu'elle veut pas se faire Exact. déranger, ouais. C'est Mm. en fait, on devrait tous être comme ça. Donc on devrait apprendre de votre domaine parce que c'est mieux de faire du travail qu'on du deep work parce que c'est ça qui va nous faire, ce qu'on dit là, le 80-20 là, tu mets 20 d'effort concentré pour atteindre un 80 de résultat, c'est le meilleur outil. Puis de ne pas être Oui, concentré pendant ce temps-là, c'est top. oui. Ouais. Ah, c'est cool que vous faites ça dans votre, domaine. Mais Vraiment. on n'a quasiment pas le choix parce que, tu sais, quand tu es en train de faire une espèce de dérivée d'équation mathématique avec Mmh. des intégrales triples, puis là, tu te fais déranger à toutes les 5 minutes, oublie ça, là, tu n'y arriveras jamais. Donc, Bingo. même chose pour la programmation. Donc, c'est des gens qui ont besoin, là, c'est des gens, normalement, qui sont capables de se concentrer facilement aussi, là. Il Mmh n'y a mh, pas grand-chose autour qui les dérange, OK. mais c'est ça.
Mais il faut que fait que finalement, la communication asynchrone, ça va très bien aussi dans vos équipes parce que Oui, ça oui. permet à tout le monde de pouvoir se concentrer. Ah, excellent, excellent. Fait que tantôt, tu as parlé un petit peu, de l'importance de communiquer un peu la vision parce que tu as expliqué que visionnaire, stratégiste. Puis là, Oui. ben, pour la dernière partie de l'entrevue, c'est la partie, du futur. C'est pour moi le futur, un gestionnaire, ça doit de voyager dans le temps, dans ce sens de regarder le futur. Toi, tu as l'air de vraiment aimer ça pour permettre de ne pas avoir de problème ou le moins de problèmes possible, donc de te prévenir les problèmes. Fait que là, moi, ma question pour toi, c'est quand tu, fais ta vision, par exemple, de ton équipe ou de ton entreprise, parce que là, maintenant, toi, tu avais ton entreprise, il fallait que tu aies une vision des objectifs de ton groupe, donc comment tu faisais ou comment tu fais pour travailler cette vision-là du futur? As-tu des méthodes spéciales ou des outils que tu utilises ou quelque chose que tu as développé avec les années? Moi, en fait, j'ai eu la chance ou souvent, une mauvaise chose en amène une bonne. C'est quand je suis la start-up, que je parlais au départ, le médicament a été mis sur le marché, tout ça, on s'est retrouvé avec, oups, on n'a plus vraiment d'autres médicaments dans le pipeline. On a une centaine de personnes, on coupe. Alors, mon groupe s'est fait couper. Puis moi aussi, un petit peu plus tard, puis ça m'a amené à prendre la décision de partir en affaires. Et mais ils ont été super gentils. Ils ont quand même payé du coaching avec une personne qui m'a aidé énormément à justement à focuser vers le futur parce que j'avais cet aspect-là, mais de façon beaucoup plus intuitive, on va dire qu'organisée. Et donc, de me forcer à faire un plan d'affaires, à dire, bon, ben, qu'est-ce que tu veux faire avec ta compagnie? Où est-ce que tu veux aller? Qu'est-ce que tu vois, etc. Ça m'a aidé énormément. Puis je pense que pour tous ceux qui se partent en affaires ou que ce soit en affaires juste toi-même, parce que moi, je partais avec N égale 1, mais de voir un peu comment tu veux voir ta compagnie ou ta business croître. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux-tu devenir super gros, international avec plein d'équipes, puis vraiment là, grossir en exponentiation? Veux-tu rester petit? À N égale 1, je vais faire juste la consultation. Veux-tu faire un entre-deux? Donc, toutes ces questions-là vers le futur, il a fallu que je me les pose dès le départ, dès que j'ai commencé ma compagnie je l'ai commencé en 2012. Donc, je pense qu'on avait quand même fait un bon travail là, avec le coach parce que j'ai vraiment bien suivi mon plan d'affaires. Donc, c'est-à-dire, moi, ce que je voulais, c'était commencer petit, de supporter des petites startups qui n'ont pas de statisticiens à l'interne, mais qui ont besoin de cette expertise-là pour développer leurs médicaments. Donc, je partais vraiment en termes de consultant. Et éventuellement, je me suis dit, ben, je pourrais donner des services plus complets. Donc, de faire, par exemple, toutes les analyses statistiques, de produire leurs résultats, pas seulement de les aider à designer leur projet, puis de designer leur étude, comment ils vont la faire, mais ensuite de la faire. Mais du côté statistique, on s'entend. Parce que dans le domaine de développement de médicaments, ça prend des médecins, ça prend des cliniques, ça prend des patients. Ça, j'y touche pas. Moi, je touche aux données. Alors ça, j'avais décidé que quand la demande se ferait sentir, puis qu'il y en aurait assez, là, j'irais engager un autre statisticien, un programmeur, pour m'aider à faire ça à petite échelle. Et puis tranquillement, grossir un petit peu. La partie où j'avais toujours un point d'interrogation, c'était tout parce que tu as le département d'analyse statistique, mais tu as le département gestion de données. Tous ceux qui capturent les données cliniques, qui les nettoient, ça, c'est un monde à part. Puis moi, je voulais pas toucher à ça parce que ça demandait beaucoup, beaucoup trop de régulation, tu sais, de règles, de s'assurer que tu ne fais pas voler des données, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de règles là-dedans. Donc, ça, je ne voulais pas aller toucher à ça. Et c'est pour ça qu'il y a 2 ans, quand je me suis fait offrir d'acheter ma compagnie, il était intéressé à acheter ma compagnie, cet autre groupe-là, il y avait tout l'aspect gestion de données. Donc, c'était une belle union finalement de 2 groupes. Et puis,
c'est ça. Donc, évidemment, pour répondre à ta question, il faut voir le futur, il faut le planifier. Évidemment, on peut en déroger si on voit qu'il y a des opportunités, mais c'est toujours bon d'y penser d'avance, puis de voir, de savoir quand est-ce que tu vas à la prochaine étape aussi. Ça, c'est difficile parce que tu veux pas dire, ah, je vais à la prochaine étape, j'engage 10 personnes, oups, mais là, je peux pas les payer, parce que j'ai pas assez de business de l'autre côté. Fait que, il y a comme une balance à y avoir, là. Donc, c'est avec ça un peu que j'ai navigué là, pendant ces 10 ans-là, mais moi, mon choix était de rester petit. Mhm. Donc, on est passé de 1 à n égale 5 à la fin, mais je voulais pas vraiment grossir plus que ça. Mhm. C'était pas mon intérêt. Mon intérêt était plus vers des petites 5 études. avec des consultants, avec des personnes de plus, selon les besoins des projets de ce que C'est j'ai. ça, et c'est exactement. On allait chercher à l'extérieur. On pouvait être parfois 20, 25, mais Mhm. j'allais chercher Des aides à l'extérieur. des aides à l'extérieur, mais qui faisaient pas partie de la compagnie. Ouais. On parle de le noyau de ton entreprise, tu avais décidé, tu avais fait ta décision, tu t'étais posé des questions, qu'est-ce que tu as envie, qu'est-ce que tu n'as pas envie. Et que là, crocheter étape en étape, la conclusion pour toi, c'était N égale petit. C'était peut-être pas Oui, 4-5, tu savais peut-être pas exactement précisément le chiffre, mais c'était petit. Donc, toutes les stratégies que tu faisais par la suite, c'était si j'avais besoin de 25 personnes parce que le projet était gros, tu allais chercher à l'extérieur finalement de ton entreprise pour t'aider à prendre les plus gros projets, des oui, charges. Donc, sachant ça à la base, la vision de ce que tu avais, ce que tu avais envie, ben, ça t'aidait à faire les bonnes stratégies par la suite quand il y a des projets qui arrivaient. Donc, pour toi, c'est vraiment de prendre le temps de visualiser toutes les étapes, c'est quoi les milestones, ça peut vraiment beaucoup aider dans ta gestion. absolument. Ouais. Puis c'est ça. Puis puis il y a d'autres défis à ça, hein, parce que Mm. quand tu vas chercher une autre équipe pour t'aider, ben il faut que tu la qualifies, cette équipe-là. Tu peux pas juste dire ben on l'embarque, puis donc il y a plein de normes dans le pharmaceutique. Il faut que tu qualifies ton vendeur parce que c'est toi qui en es responsable. Donc, si ça foire, entre guillemets, s'ils font quelque chose ou une grosse erreur, c'est pas eux les responsables, c'est toi. Parce que le client, c'est toi qui es engagé. Donc, ça aussi, il y a des responsabilités qui vont avec ça. Il faut les comprendre. Même si tu es petit, ça ne veut pas dire que tu as des petites responsabilités. Les responsabilités sont aussi presque aussi grandes parfois, mais c'est une autre façon de gérer la Ouais. Fait que situation. dans le fond, ça t'aide à prendre des Mhm. décisions stratégiques de comment y arriver. Mais comme tu dis, ça dit que tu as quand même des étapes supplémentaires potentiellement comme la qualification d'un consultant ou d'une sales qui va venir Oui, t'aider. Ouais, c'est ça. tout à Donc, toi, fait, tu es tout à fait. lead, mais tu es responsable aussi. Donc, Oui, 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 oui. Puis OK. C'est cool. parfois, veux pas, parfois le stress est même plus grand parce que des C'est fois tu penses tellement que good d'avoir le power c'est ça. sur eux. Ouais. Exact. Mais d'une certaine manière, ça fonctionne avec ton billet. Comme tu as dit, toi, tu as mieux la collaboration que l'autorité. Donc, tu n'avais pas besoin d'avoir ces gens-là sous ton autorité. C'est correct de Non. collaborer, ça marche très bien. Parce que si tu avais eu Mhm. le biais autoritaire, peut-être que tu aurais mieux les avoir en dessous de toi, dans ta charge. Probablement, oui, 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 Oui. effectivement. Oui. C'est de façon même inconsciente, on va vers ce qui nous Une tente le plus, dans le tendance, fond. ouais. C'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Good. Hey, fait que moi, l'autre question que j'ai pour toi par rapport à mettons, la vision du futur, ma question, ça serait les gestionnaires d'aujourd'hui, là, je sais que tu as une fille qui commence sa carrière, peut-être qu'elle va Mhm. devenir manager un jour, on ne sait pas. Le parent de leadership, ça se pourrait. Ça se Ça serait quoi pourrait. que tu penses qu'elle va avoir comme défi en tant que dirigeante? Ben, en fait, les défis, ils changent, mais ils demeurent aussi les mêmes. Mais moi, je trouve que le plus beau défi, puis le plus grand, c'est de, de, euh, de garder de pas manquer le bateau, si on veut. Par exemple, en tout cas dans un sujet pointu comme moi où je suis, les choses évoluent rapidement, puis je pense que c'est vrai un peu partout. Fait que tu peux pas demeurer sur ce que tu connaissais il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans. Il faut que tu demeures toujours, toujours que tu te renouvelles.
sur comment dire, pour moi, c'est les statistiques, c'est la science. Il faut que tu sois tout le temps à jour pour être capable de suivre. Parce que la minute que tu suis plus, ben, il y en a d'autres qui vont prendre la place. Donc, ça, c'est super important de toujours de ne pas avoir peur de l'innovation, d'essayer de suivre le bateau, de ne pas rester en arrière. Puis je pense que ça va te parler, mais c'est comme par exemple l'intelligence artificielle. Et parfois, c'est des gros défis parce que plus on vieillit ou plus on avance dans le temps, on est habitué avec nos pantoufles, on est habitué dans la façon de travailler d'une certaine façon. Et là, tout à coup, pouf, ça change complètement. Là, je pense que c'est la nature humaine. La première chose, le premier réflexe, c'est de dire, ben, je veux rien savoir. Mais après, il faut que tu t'ouvres. Il faut que tu dises, OK, c'est ça pour l'intelligence artificielle, mais c'est ça pour bien d'autres choses. Comme moi, j'ai un exemple très pointu dans mon domaine où est-ce qu'à un moment donné, il a fallu changer tous nos paradigmes statistiques pour le vocabulaire, mais même aussi la façon de penser. Et puis les vieux comme moi ou les vieilles comme moi, on se disait, ben qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, regarde, on n'a jamais fait ça. Puis là, ils nous demandent de faire tout ça, c'est une perte de temps. Mais dans le fond, c'était pas une perte de temps. C'était pour obliger le reste du groupe qui n'est pas statisticien à embarquer, puis à voir c'était quoi qu'on allait faire comme analyse, puis à s'impliquer. Donc, ça a amené que du bon, mais il a fallu il a fallu s'adapter à ça, à cette nouvelle façon de penser-là. Et donc, je dirais pour les futurs managers, c'est de toujours euh, d'avoir un petit côté innovateur qui est toujours présent. Puis de Genre suivre le vraiment rythme. de Ouais. mouvement tout le temps, de De regarder mouvement, ouais. puis là, comme ça risque d'avancer vite avec l'AI, beh, ce Mhm. défi devient de plus en plus grave par rapport à, mettons, notre carrière que nous, on a eue. Donc, ça va arriver, ça va bouger pas Exactement. mal potentiellement plus vite, exactement. Donc, il faut Ouais, rester ouais. on the edge. Moi, j'aime bien dire entre Absolument. le chaos et l'organisation. Quand Oui, tu oui, tout à fait. c'est comme le chaos et C'est tout, là. c'est pas trop que ça existe, là, tu organisé, c'est comme les méthodes tenues, puis blablabla. Tu restes là, tu sais. Pas trop loin Ouais, dans le chaos, mais pas trop loin dans les méthodes ou les façons de organiser ouais, life, ouais, là, tu sais. ouais. Ouais, Faut ouais, c'est penser clair. outside the box, en fait. Oui, C'est un c'est peu en ça. dehors de la boîte, dans le sens où toujours penser à qu'est-ce que je pourrais faire pour m'améliorer, qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer mon équipe, euh, rester très ouvert d'esprit. Euh, puis moi, je pense que ça passe par beaucoup par le côté humain, moins par le côté autoritaire, puis plus par la collaboration. Et ça, c'est mes biais. J'ai le même, fait que je peux pas OK. rien dire. Mm. Hey, good, super, merci beaucoup, Diane. On est déjà rendu à la fin de l'entrevue. Fait que la dernière question que j'aurais à poser, il y aurait quelque chose que j'avais dû te demander, que tu avais aimé ça parler par rapport au management qui est important pour toi? Ben, je pense on a vraiment tout couvert. Moi, en fait, ce que j'aime, puis je te l'avais déjà dit, mais je vais leur dire pour ceux qui nous écoutent, c'est que dans le management, il y avait rien. En fait, comment tu deviens un bon manager? Tu le sais pas. Tu sais, c'est moi quand je me suis fait offrir le rôle de directeur, c'est parce que j'étais une bonne statisticienne. Probablement qu'il avait vu autre chose, mais je veux dire, il n'y avait pas de livre, il n'y avait pas de vraiment de formation. C'était comme envoyer t'es directeur, puis débrouille-toi. Fait que c'est pour ça que je trouve que ce que tu as fait en termes d'écriture de ce livre-là, c'est moi je l'ai acheté personnellement à deux, trois de mes employés que- qui sont plus jeunes, puis je leur dis, mon Dieu, ça va les aider à voir comment faire parce qu'on on n'a pas eu cette opportunité-là quand on a commencé. Donc, c'est de peut-être, c'est ça, c'est d'aller chercher les formations, puis de ne pas hésiter à demander, à questionner pour s'améliorer tout le temps. Ouais, toujours dans la même veine. Ouais. Ouais, c'est ça, ça revient avec ce que tu as dit avant, tu sais, le Mhm. défi, c'est de bouger, d'avancer, d'être Oui, toujours, mais pas juste dans ton domaine d'expertise, mais aussi dans ton style de gestion, parce que c'est comme on dit, là, on oui, embarque dans le monde du management, puis
Là, on est arraché là sans l'assistante. Moi, je me rappellerai que que je lisais des procédures, là, c'est écrit, si vous ne savez pas quoi faire, demandez à votre manager. Fait que là, c'est ça, tu lisais. Moi, j'étais manager, je lisais ça, demandez à votre manager. OK, c'est correct, je demande à mon manager, elle va savoir. Un jour, c'est moi qui est devenu le manager. Puis là, j'ai fait: «Il est où le livre qui explique tout ça?» C'est ça. J'ai fait commentaire, tout le monde est en affaire. Et ton manager doit le savoir. OK, ben ouais, je suis manager maintenant. Je suis supposée de savoir ça. OK, je savais. C'est ça. Là, j'avais Connaissance instantanée. oui, oui, c'est comme dans l'autisme, j'étais supposée avoir l'injection automatique. Oui, oui, oui. Puis, c'est sûr que l'expérience aide en général. Des fois, il y a des questions que tu sais pas trop, Oui, puis oui. toi, tu as déjà eu l'expérience en tant que personne qui a eu de l'expérience, tu y arrives quand même si tu pas de guide. Et c'est ça qui m'a motivée à créer le vlog puis, le livre. C'est pour une personne comme moi qui s'est dit: «OK, mais moi, je pas une coup de faire ça tout croche, je suis une peut-être C'est pas si exactement. ouais, c'est ça. Parce que moi, j'avais une maman qui a eu, un burn-out à cause d'un patron qui était pas bon, parce que je l'ai vu, hein. Même emploi, un patron numéro 1, un patron numéro 2, c'est la même job, dans le même environnement. Patron numéro 1, hyper heureux, ça va bien. Patron numéro 2, ça a pas pris le Burn-out. temps, dépression. Donc là, moi, je Mmh. me suis dit: «Ouais, j'ai pas envie d'être ce manager-là. J'ai pas envie d'être le manager qui va générer les dépressions. Donc Mmh qu'est-ce que mh. je fais?» Tu sais? Donc pour là, c'était très, très, très important parce que ça m'avait touchée, personnellement. J'avais vu des effets d'un gestionnaire qui était négatif ou mauvais là, donc Effectivement, ça peut aller tellement te chercher. Moi, je me souviens, j'ai été chanceuse, je pense, j'en ai jamais fait moi-même, mais je me souviens d'un moment donné dans ma carrière où est-ce qu'il y avait un manager avec qui j'étais incapable de travailler. Et puis, écoute, je pense que j'étais passée pas loin là, du burn-out. Donc, ça peut arriver à tout le monde. Puis peut-être que tu peux provoquer un burn-out à quelqu'un, puis c'est pas volontaire non plus, là, mais c'est bon d'en être conscient, puis d'essayer de justement de pas aller là en tant que personne, puis de pas amener quelqu'un là en tant que personne. Donc, ouais, exactement. Fait que ouais, ben, je suis contente que mon livre, peut peut-être aider quelques personnes. C'est clair que je je suis motive tout le convaincue. monde à le lire parce que je pense qu'il se lit rapidement. Puis Oui. c'est très pratico-pratique dans le sens que c'est pas très, perché dans le sens que des fois on peut parler en management en tant que théorie puis ainsi de suite. Je pense que je suis beaucoup plus, concrètement qu'est-ce qui se passe, puis on est plus dans le matériel, dans le concret là, plus que Mhm. dans le Oui. la philosophie. C'est sûr que j'ai quelques petites philosophies comme on a dit là au début là, dans la les longueurs d'onde, la vitesse, ainsi de suite, mais c'est pour illustrer finalement les phénomènes que je me rends compte qu'on a entre les humains, fait que ça nous aide finalement à mieux interagir avec les autres, ouais, c'est ça. Ah good. Absolument. Merci Diane, c'était super, Ben, merci l'entrevue beaucoup. est déjà finie. Je Ben pourrais oui, continuer encore, c'est tellement le fun. Ça paraît que tu connais bien ton métier, puis tu connais bien, c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup. ben merci beaucoup. C'était un plaisir de discuter avec toi, comme toujours. Bye bye. Bye. J'espère que cette entrevue vous a plu et que vous avez maintenant des nouvelles pistes pour votre carrière de gestionnaire. Si vous avez envie d'aller plus loin sur certains aspects que vous avez entendus pendant notre vue, je vous invite à lire mon livre Le manager est un voyageur du temps. Bonne journée!